Conscient que les droits des femmes en Afrique en général étaient bafoués, les chefs d'État africains ont résolu d'adopter un protocole à la Charte africaine de droits de l'homme et de peuple relatif aux droits des femmes en Afrique. C'est le protocole dit de Maputo. Nous allons parler de ce protocole qui est un instrument juridique de protection des droits des femmes en Afrique en général, mais en RDC également, parce que ce protocole a été domestiqué en République démocratique du Congo. Nous parlons de ce protocole dans le cadre d'une campagne médiatique lancée par l'organisation non gouvernementale Sofepadi, et nous en parlons avec Madame Julienne Lusengue qui est notre invitée sur ce plateau. Bonjour Madame Julienne. Bonjour bébé. Vous êtes la présidente du conseil d'administration de Sofepadi, Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral. Nous allons parler avec vous de cette organisation qui est née déjà depuis plusieurs années, installée ici en République démocratique du Congo. Et nous allons parler également de cette campagne que la Sofepadi a lancée pour la vulgarisation du droit des femmes en République démocratique du Congo. Nous recevons également Monsieur Alphonse Chika. Bonjour Monsieur Alphonse, Bonjour. Vous êtes le coordinateur adjoint de la cellule d'études et de planification de la promotion de la femme et famille ainsi que de la protection de l'enfant au sein du ministère du genre, et vous êtes pratiquement le point focal RDC en ce qui concerne le protocole de Maputo. Nous sommes sur ce plateau avec Jenny Kilele, notre consoeur de Numérica. Elle présente le magazine Femmes des Tropiques. C'est dans le cadre de la vulgarisation des droits des femmes que nous l'avons conviée à ce magazine. Eh bien, donc bonjour à vous tous et merci de l'attention que vous allez accorder à ce magazine. Nous commençons avec vous, Madame Julienne. Oui. On vous connaît. Je pense que vous n'êtes peut-être plus à présenter. Mais bon, pour ceux qui vous découvriraient peut-être pour la première fois, qu'est-ce que vous pouvez dire de vous-même? Oui, je suis Julienne Lusengue. Vous venez de dire que je suis la PCA, donc la présidente du conseil d'administration de Sofepadi, Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral, une organisation que nous avons fondée avec mes collègues depuis 2 avril 2000 à Bunia. Ça fait 21 ans. Donc ça fait maintenant 21 ans qu'on chemine dans la promotion des droits des femmes. Les droits des femmes en général, droits des filles et des enfants. Okay. Donc c'est tout ça que nous travaillons là-dessus, et nous travaillons aussi pour l'implication des femmes et des filles dans la restauration de la paix, dans la cohésion sociale. Ça fait 21 ans. 21 oui. ans de travail, 21 ans sur terrain pour voir ce qui se passe dans le pays par rapport aux droits des femmes, par rapport à la situation des femmes, des filles, des enfants. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place cette organisation il y a 21 ans? Bon, en fait, on est parti des constats. Nous, bon, je peux vous dire mon historique. J'étais journaliste, pas journaliste pour donner l'information, mais journaliste pour communiquer, pour éduquer les communautés à pouvoir changer leurs conditions de vie sur le développement, sur la santé, sur la nutrition, sur l'agriculture, sur la justice, les droits, tout. Donc nous, on avait des émissions éducatives. On avait un programme socioculturel dans une radio communautaire, une radio qui était un centre de recherche de l'ISP Bunia. Alors, dans cette radio-là, nous, on s'occupait de toutes les émissions qui étaient intitulées « Femmes et familles ». Et c'est dans ce cadre-là qu'on allait dans les villages, rencontrer les gens, parler avec les gens, poser des questions, et les gens nous envoyaient des questions aussi. Nos émissions, quand nous, on diffusait des émissions, les populations se réunissaient pour débattre de ces sujets et prendre des actions. Si on parle de nutrition, soja, on leur montre comment planter le soja, comment se nourrir de soja, comment transformer le soja, et les populations le faisaient.
Et ils nous appelaient pour aller voir comment ils ont planté, comment ils ont commencé à transformer les graines de soja, à être du lait, à faire des poudres et tout ça. Si on parle de planter les arbres, ils plantaient les arbres et nous, on allait visiter et on prenait des interviews, des chansons que les gens composaient, beaucoup. Donc, ça a aidé à transformer vraiment les villages. Les gens étaient vraiment la communication pour le changement social. Et c'est à partir de là, oui, c'est comme ça qu'on est allé, on a créé Sofepadi quand le programme n'a pas eu de soutien parce que c'était la coopération belge. Après, il y a eu des problèmes entre notre pays et la Belgique. Mobutu a coupé la coopération et nous, on a dit non, on ne va pas arrêter, il faut qu'on continue. Et c'est comme ça qu'on a résisté pendant des mois. On a travaillé pendant des mois sans salaire, mais quand même, on est arrivé à 2000. Et là, on a créé Sofepadi. On a commencé par nos cotisations pendant au moins 3 ans. Après, nous avons commencé à avoir des subventions. Donc, depuis 21 ans, nous travaillons sur ce point et nous donnons des soutiens holistiques aux femmes victimes de violences sexuelles. Nous avons un centre médical à Bunia. Nous continuons à aller dans les communautés pour sensibiliser, informer les gens sur leurs droits et aussi organiser les populations sur la paix, discuter sur les conflits, parler sur comment ils peuvent construire la paix eux-mêmes. Et nous avons institué dans les villages ce que nous appelons les groupes de dialogue, où nous autonomisons les femmes à apprendre à être des leaders dans ces comités et décider. Nous constituons les gens à ce que nous appelons associations villageoises d'épargne et de crédit pour avoir des moyens financiers entre eux-mêmes. Et aussi, les jeunes sont formés. Les victimes sont formées sur leurs droits. Les commissaires de police sont formés aussi sur la loi pour arriver à bien entendre la population. Donc, nous faisons beaucoup d'activités sur le terrain. Vous avez commencé, c'était seulement entre femmes ou bien on était 8 femmes, membres, fondatrices. Oui. Mais aujourd'hui, on est 23 membres, des femmes fondatrices, les membres de l'organisation des femmes. Mais nous avons des agents qui sont hommes et femmes. Donc nous disons aujourd'hui, 21 ans après, Sofepadi a grandi. C'est vraiment une fille qui est très adulte. Oui. Alors, on se dit quel est l'état des lieux par rapport aux droits des femmes au niveau des Bunia, par rapport aux actions que vous avez menées. On n'est pas seulement à Bunia. On a commencé à Bunia. On est allé ouvrir à Beni. Et on est ici à Kinshasa. On a ouvert l'année dernière à Iziro. Et on continue, là on est dans la perspective de voir si on peut ouvrir à Bujimaï. Donc on continue à ouvrir. L'état des lieux, c'est comme dans tous les pays, dans toutes les autres provinces, là où il y a les conflits. Donc que ce soit à Bunia, que ce soit à Beni, les femmes sont attaquées par les groupes armés. Et quand il y a des attaques, des affrontements entre les groupes armés et les militaires, vous le savez, la phrase qui est restée dans le monde à mon nom, les corps des femmes deviennent le champ de bataille. Et c'est ça qui se passe. Jusqu'à aujourd'hui, c'est dommage, malheureusement, ça ne s'arrête pas. Nos enfants sont nés dans les conflits, ils grandissent dans les conflits, ils commencent à avoir des enfants aussi dans les conflits. Donc tout le monde est traumatisé. Et c'est comme ça que nous développons aussi la prise en charge psychologique de toute la population, de ceux qui viennent vers nous pour avoir la l'aide. Prise en charge psychologique, l'accompagnement. Vous venez quand il y a un problème, n'est-ce pas? Mais pendant toutes ces années, au cours de votre travail, vous avez quand même, je pense, mené de recherches, et ça vous tenait à cœur, pour savoir pourquoi il y a des conflits au sein de la communauté. Qu'est-ce qui amène des conflits? Pourquoi les gens sont en conflit? Et des conflits qui amènent des femmes à subir tout ce qu'elles subissent. Qu'est-ce que vous tirez de tout ça, de l'observation et de toute les recherches que vous avez pu mener? Oui, on a mené pas mal de recherches. Par rapport aux conflits, on a cherché à connaître quelles sont les causes des conflits entre les communautés. On a découvert qu'il y a d'abord cette question de légitimité, de nationalité, mais aussi en dehors de tout ça, il y a les problèmes de terre, il y a les inégalités déjà qui existaient entre les hommes et les femmes, mais aussi les inégalités des considérations de certaines tribus qui se croient supérieures aux autres. Donc c'est tout ça et les questions des terres, les gens qui veulent s'accaparer de toutes les terres et privent les autres. Donc ça alimente les... Alors, après, il y a les dirigeants, les politiciens,
qui aussi instrumentalisent les membres des communautés. Vous savez, dans le temps, les politiciens s'identifiaient par ces idées. Et c'est ce que nous voyons aussi dans les autres pays. Mais à un moment donné, ici chez nous, les gens s'identifient par les groupes armés. Donc, si vous ne me donnez pas les postes, alors je vais faire bouger là-bas et ça va être catastrophique, je dois avoir les postes. Je crois qu'on avait mal fait de mettre les milices et tous ces bandits dans le gouvernement et même dans l'armée à Sun City. C'est là qu'on a gâché toute l'affaire. Il fallait déjà refuser dès le départ. Là, on allait peut-être arriver à autre chose. Mais c'est dommage, c'est passé. Mais nous, on espère qu'on va s'en sortir. Et puis, en dehors de ça, la situation des femmes, pourquoi les femmes sont utilisées comme champ de bataille pendant les viols, les attaques, on viole les femmes. On utilise les c'est parce qu'on veut humilier l'autre communauté. Je vous ai dit tantôt qu'il y a des communautés qui se croient supérieures. Donc, on veut humilier cette communauté et on abuse des femmes. On viole la femme devant son mari, ou on viole la fille devant son père ou son frère, ou on oblige son père à violer la fille. Donc c'est tout ça qui a augmenté la pauvreté qui est là actuellement. Donc tout le monde, pour un petit rien, on peut envoyer quelqu'un pour aller tuer l'autre. Les questions des terres, ça continue, les titres fonciers, il y a beaucoup de conflits qui sont liés aux terres. Et puis il y a les multinationales qui instrumentalisent, parce que quand le pays n'est pas bien structuré, bien gouverné, vous savez, toutes les années là, Mobutu est passé, il y a Kabila qui vient de passer, donc il y a eu beaucoup de guerres qui sont instrumentalisées par les multinationales qui envient nos ressources. Ce sont des guerres économiques et ça les arrange, instrumentalisées par les pays voisins qui viennent aussi piller nos ressources et qui utilisent nos propres fils et nos propres frères pour continuer à commettre des crimes dans notre pays. Les conflits les arrangent. Et donc, il y a d'autres qui déversent leur trop-plein de population de leur pays chez nous pour qu'ils viennent s'installer de force. Et c'est tout ça qui nous crée des problèmes. Donc, il est temps que, quelqu'un m'avait dit ça à Genève, que les Congolais puissent prendre conscience d'arrêter de jouer les jeux des autres. Parce que plus on continue à être instrumentalisé, à accepter d'être des instruments des conflits pour tuer nos frères et sœurs, plus les autres s'enrichissent et continuent leur vie. Donc nous devons apprendre à faire la paix, à travailler pour le développement de ces pays, au lieu de continuer à créer des conflits et des guerres. Comment imaginer ça dans aucun jour? Il y a déjà plus de déplacés dans notre pays. 2,2 millions de déplacés au Congo. C'est inacceptable. Avec tout ce que ça comporte comme conséquences, vous avez parlé à l'ONU, vous avez haussé le ton partout où vous avez pu... Elle a même fait des plaidoyers. Oui, voilà, vous avez mené des plaidoyers là où vous avez eu l'occasion de le faire. Dans ce sens, on vous aime ou on ne vous aime pas. Vous vous créez des ennemis, vous créez des amis. Comment vous gérez ça? Ah mais, bon, est-ce que moi j'ai besoin de... si les femmes, si la population, les membres des communautés veulent qu'on ait la paix, et que moi je travaille pour qu'on ait la paix, c'est ça l'essentiel pour moi. Tu sais, une fois j'ai rencontré, avant qu'on ne travaille ensemble avec le professeur Tumbaloaba, on s'est rencontrés à 2002, quand il venait à Ituri, quand il y avait la guerre interethnique là-bas, il était ministre des Droits humains. Et chaque fois, je venais avec un groupe de femmes pour lire nos mémos, dénoncer les choses. Alors après, quand il m'a vu ici à Kinshasa, il m'a dit, je te regardais, j'ai dit, mais est-ce que cette femme se représente la situation dans laquelle elle se met? Parce qu'elle se met en insécurité, est-ce qu'elle se représente la situation? Là, je ne pensais pas à ma sécurité. J'ai pensé à ce qu'il y ait la paix. Le retour de la paix, c'était tout pour moi. Parce que je n'acceptais pas de voir les femmes et les enfants tout le long des rues, sans manger, sans habits, sans rien du tout, sous le soleil, sous la pluie. Ils ont tout abandonné dans leur village, ils sont là. Et ça, moi, je ne voulais pas tolérer. Et c'est comme ça que j'ai pris ma décision d'aller jusqu'au fond. J'ai amené des dossiers devant les juges, j'ai parlé partout. Et ça m'a créé beaucoup d'ennuis. J'ai eu beaucoup de... Si je me retrouve aujourd'hui à Kinshasa, c'est parce que
J'ai été délocalisée pour la 3e fois. J'ai fui Bunia, je suis allée à Beni. À Beni, on est venu me poursuivre. Et de là, la MONUSCO a délocalisé la famille ici. C'est comme ça qu'on est là, mais on ne va pas croiser les bras. Nous, on est toujours là pour parler. On doit dénoncer ce qui ne marche pas. Nous voulons la paix. Nous devons vivre comme les autres pays. Nous devons vivre comme les autres pays. Nous avons tout ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin d'aller en Europe. On a tout ici. Si nous mettons nos têtes ensemble pour travailler, on va développer ces pays et chaque citoyen congolais va se retrouver. Donc, Madame Julienne ne s'est pas laissée fragiliser par cette situation des conflits pour se taire, mais par contre, elle s'est levée pour aider d'autres femmes à connaître leurs droits. Ouais. Parce que nous parlons de droits de femmes. Pensez-vous que réellement la femme congolaise en général connaît ses droits? Bon, ça dépend, hein, parce que vous savez, ce qui s'est passé avec les conflits, comme c'était plus à l'Est. Donc, les partenaires ont focalisé leur attention sur l'Est. Et à l'Est, nous avons vraiment beaucoup avancé. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin dans un village de Julienne pour que les femmes s'élèvent pour dire non. Même les femmes pygmées, elles viennent en courant quand il y a un cas de viol en disant non, ce monsieur doit être condamné à 20 ans parce qu'il a violé ma fille. Et il y a des femmes qui dénoncent des crimes, des hommes, leurs maris qui commettent des crimes de violence sexuelle. Donc, il y a des avancées de ce côté-là. Mais il s'est fait que du côté ouest et du centre, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts jusque-là. Et c'est ça le plaidoyer que je mène partout. On doit équilibrer la répartition des ressources pour que toutes les femmes congolaises volent au même niveau. Donc, on doit faire un effort de ce côté pour apprendre. Un jour, on est allé faire une activité dans une école ici. Les filles disaient, oh, c'est la première fois qu'on apprend, on parle de viol, on parle de ceci. C'est bizarre. C'est un sujet Donc, il y a un effort qu'on doit faire. Et les organisations, ça aussi, c'est pas que les autres viennent travailler à notre place. Nous devons d'abord nous-mêmes. Je vous ai dit tantôt que nous, Sofepadi, pendant au moins 3 ans, nous avons cotisé nous-mêmes. Nous-mêmes. Et même quand nous étions déplacés à Beni, c'était nous-mêmes. Donc, on cotisait pour prendre en charge les victimes de violences sexuelles. On cotisait, on allait à pied des kilomètres pour aller sensibiliser sur la paix, sensibiliser sur les questions de violences sexuelles, informer les gens sur les droits. Les autochtones ne voulaient pas de déplacer des litouris. On devrait aller organiser des réunions avec les chefs coutumiers pour leur parler de ça. Vous devez accepter. Ce qui arrive à Ituri, ça peut arriver. Aujourd'hui, c'est la même situation qui se passe à Beni. Voilà. Exactement. Et donc, les femmes commencent à prendre conscience de leurs droits. Parce que quand on prend conscience de ces droits, on les revendique. Oui. D'où d'ailleurs la campagne que Sofepadi vient de lancer, la campagne médiatique Parlons protocole de Maputo. Monsieur Chika Alphonse, vous êtes là. Je disais au début de l'émission, vous êtes le coordonnateur adjoint de la cellule d'études et de planification de la promotion de la femme et famille et protection de l'enfant au ministère du genre. Et c'est le ministère du genre d'ailleurs qui porte, disons, ce protocole, n'est-ce pas? Oui. Le ministère du genre, au lendemain de la publication du journal officiel, du protocole au journal officiel, a lancé la campagne de vulgarisation du protocole de Maputo. Avant de parler même de la vulgarisation du protocole de Maputo, du niveau de connaissance des femmes, de leurs droits, c'est quoi le protocole de Maputo? Alors, c'est quoi le protocole de Maputo? Je voudrais, avant d'aller plus loin, relever, souligner l'importance historique et symbolique du protocole de Maputo pour l'Afrique. Vous savez, ceux qui ont formulé des reproches aux activistes comme Madame qui défendaient les droits des femmes ont dit mais vous utilisez toujours des textes qui viennent de l'extérieur, la CDF, les autres textes comme la résolution 1325 pour elle qui est vraiment ancrée dans la question de la paix et des conflits armés. Mais qu'est-ce que vous avez comme texte en Afrique qui peut assurer la promotion des droits des femmes? Et voilà, maintenant, nous avons en Afrique ce texte-là. Pourquoi ce texte est symbolique? C'est parce que, en fait, nous sommes dans un continent qui est profondément ancré dans la tradition. Une tradition, je dirais, millénaire, qui se transmet
de génération en génération, de manière ferme et constante, et de sorte que les us et coutumes pèsent lourdement sur les sociétés africaines, particulièrement en ce qui concerne le rôle, les responsabilités, les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes. Et lorsqu'on met tout ça dans la balance, on constate que les femmes sont totalement défavorisées dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans les secteurs économiques, secteur social, secteur politique, etc. On peut dire que les femmes ne jouissent pas totalement de leurs droits humains. Et donc, la signature par les États africains, n'est-ce pas, du protocole de Maputo marque une avancée significative en Afrique pour la promotion des droits des femmes. Ce texte symbolise l'engagement des États africains de mettre un terme, n'est-ce pas, aux violences faites à la femme, aux discriminations faites aux femmes. Et donc, le protocole est une richesse pour l'Afrique. Mais il y a une question qui se pose. Parce que nous sommes en Afrique, nous sommes habitués à prendre de très bons textes juridiques, nous prenons de bonnes lois, mais nous avons des problèmes dans l'application de ce texte. Est-ce que nous pensons maintenant que nous avons un texte comme le protocole de Maputo, est-ce que ce texte va supplanter la tradition orale qui est millénaire? Voilà pourquoi il est important de parler de la vulgarisation. Il faut que ce texte soit vulgarisé, il faut que le porteur d'obligation connaisse les textes, parce que très souvent, ceux qui doivent prendre des décisions, qui doivent aider à l'application des textes, eux-mêmes ne connaissent pas le contenu de ces documents. Et on a parlé tout à l'heure des femmes. Les femmes aussi qui sont les bénéficiaires, la plupart de ces femmes ne connaissent pas les contenus des textes. Comment voulez-vous qu'elles puissent revendiquer leurs droits? Surtout lorsque nous savons qu'il y a des défis majeurs autour de tout cela. 7 femmes sur 10 dans le pays est analphabète. Or, pour revendiquer ces droits, il faut avoir les capacités pour pouvoir le faire. Donc, il y a des défis majeurs à relever, on pourra en parler. On s'entend parler, le protocole de Maputo, c'est vraiment un miroir pour la promotion des droits des femmes. Mais je reviens tout à l'heure à ce que vous venez de dire tout au long, au début, lorsque vous avez pris la parole. Vous avez dit que lorsqu'on a mis en place les dispositions du protocole de Maputo, il y avait des attentes. Alors, je veux comprendre quelles sont les attentes de la Commission lors de la mise, de la rédaction de ces protocoles. Bon, vous comprenez que les protocoles abordent plusieurs thématiques. Il y en a au nombre de 8. Le texte lui-même, il comporte 32 articles et les téléspectateurs pourront aller à l'Internet, aller chercher pour lire à tête reposée. Mais tous ces différents articles sont regroupés en thématiques. Et l'Union africaine attend que les États mettent en œuvre, n'est-ce pas, fassent des efforts pour finalement mettre en œuvre le protocole de Maputo, thématique par thématique. Nous avons suivi que Madame est plus intéressée à la thématique qui concerne les droits à la paix, parce que chaque fois qu'il y a rupture de paix, ce sont les femmes et les enfants qui sont les premières victimes. Et donc, il faut que chaque fois qu'on discute sur les questions de la paix, il faut associer la femme, aussi bien dans la résolution de ces conflits que dans les aspects en rapport avec la reconstruction post-conflit. Et le protocole de Maputo, sur cette question-là, souhaite que les États mettent plus d'argent dans les questions de paix, dans des questions sociales, plutôt que dans l'achat des armes, etc. Donc, par rapport à cette thématique-là, et par rapport à la question de la protection des femmes dans les conflits armés, et elle en a parlé, eh bien, chaque fois qu'il y a des conflits, il y a des femmes qui sont déplacées, il y a des femmes, il y a des mouvements comme ça. La femme est victime. Les femmes sont victimes avec des enfants. Alors, le protocole de Maputo voudrait que les États mettent tout en œuvre pour protéger les femmes et les enfants dans ces conditions-là et veiller à sanctionner les auteurs qui peuvent violer les droits des femmes lorsqu'elles se trouvent dans toutes ces conditions. Et on ajoute un aspect, il faudra que pendant les conflits armés, qu'on ne procède pas au recrutement des enfants, qu'on n'associe pas les enfants aux conflits armés, particulièrement les filles, il ne faut pas qu'on les associe aux conflits armés. Mais une question, le protocole de Maputo a été adopté en 2003. Nous avons pu obtenir
l'autorisation du Parlement en 2006 pour que le pays adhère au protocole, ce qui a été fait en 2008. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce que c'est 10 ans après que le protocole s'est vu publié dans le journal officiel pour qu'il soit effectivement domestiqué en RDC. 10 ans, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est bien vrai, c'est beaucoup. Mais là, vous m'amenez à parler un tout petit peu du processus d'adoption du protocole de Maputo dans notre pays. D'accord. Je voudrais vous dire que ça n'a pas été facile parce que le protocole de Maputo comporte plusieurs articles. Oui. Tout le monde est d'accord pratiquement avec toutes les dispositions, sauf une seule disposition du protocole qui concerne l'accès des femmes à l'avortement médical sécurisé. Ok. Et cela a fait vraiment un débat au niveau du Parlement. En 2006, c'était le Parlement 1+4. Il y a eu un camp de députés qui disaient clairement qu'ils ne pouvaient pas accepter l'adhésion du pays au protocole de Maputo parce que si on votait ce texte juridique, si on adoptait, eh bien, on ouvrait la voie au libertinage et que les femmes allaient procéder à des avortements sans limite. Et il y avait un autre groupe de députés qui disait, en soutenant que les protocoles de Maputo, si on parle de cette question précise, abordent les questions des droits des femmes. Et ce sont les femmes qui sont concernées par les questions de grossesse. Les hommes peuvent en parler, mais ce sont les femmes qui soutiennent les grossesses pendant 9 mois, qui peuvent dire si elles peuvent supporter les grossesses ou pas, dans quelles conditions elles ont eu ces grossesses. Et par conséquent, lorsqu'on aborde des questions qui touchent aux droits des individus, il faut avoir de réserve. Et pour ces députés-là, ils ont dit, comme il s'agit des droits des femmes, et que le protocole de Maputo ne donne pas une ouverture générale, mais fixe les conditions de fond pour lesquelles les femmes peuvent accéder, n'est-ce pas, à l'avortement médicalisé, eh bien, eux, ils ont accepté que nous puissions adhérer au protocole de Maputo pour permettre justement aux femmes qui se trouveraient dans ces conditions-là d'accéder, n'est-ce pas, à l'avortement médicalisé. Parce que les problèmes qui est là, c'est quoi? Ce sont ces avortements clandestins qui amènent les femmes, n'est-ce pas, dans des conditions telles que la mortalité maternelle augmente. Et s'il faut jouer sur cet aspect-là, il faut permettre dans la fraction des femmes qui vont à l'avortement, comment dirais-je, clandestin, mais qui ont droit, parce qu'elles se retrouvent dans les conditions du protocole de ne pas prendre ces risques-là. Okay. Parce que vous savez, le problème chez nous, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrites lorsqu'on parle de ces questions-là. Mais il faut être conscient. Les familles, Madame Bibiche, qui sont censées protéger les enfants, ce sont les parents qui violent leurs propres filles. Qui volent leurs propres... Là, ce sont les non-dits. Leurs propres sœurs, etc. Ce sont des vérités dans nos sociétés. Qu'est-ce qu'on va dire à ces enfants qui se trouvent dans ces conditions-là? Vous allez leur demander de garder ces grossesses, et pourtant vous savez que c'est leurs parents qui sont les auteurs de tout cela. Voilà. Et donc, le protocole n'oblige pas, parce que certains pensent que les protocoles fixent les obligations. Non, les protocoles prescrit des droits pour les femmes, une issue pour les femmes. Si la femme se trouve dans ces conditions-là, qui sont fixées par les protocoles, c'est-à-dire le viol, c'est-à-dire l'inceste, l'agression sexuelle. Oui. Ou lorsqu'il y a des problèmes de santé. Lorsqu'il y a des problèmes de santé mentale ou physique pour la mère, et lorsque le fœtus ou la mère se trouve en difficulté, eh bien, cela est autorisé pour que les femmes puissent accéder à l'avortement médical sécurisé, plutôt que d'aller prendre des risques dans un garage, etc. Voilà. Alors nous allons, comme c'est toute une campagne, donc nous aurons d'autres occasions, je pense, pour nous fixer vraiment sur cette question de l'article 14, qu'à cela ne tienne, le protocole de Maputo est aujourd'hui publié dans les journaux officiels et donc il doit être mis en application. Le protocole de Maputo comporte des droits pour des femmes, mais des devoirs, des obligations pour l'État qui doit mettre en œuvre en fait ce protocole. Madame Julienne,
en quoi est-ce qu'il est important et en quoi est-ce qu'il apporte un plus, ce protocole, dans le travail de Sofepadi? Oui, c'est très important. Je vais parler un peu de ce qu'il vient de dire. Vous voyez, il y a un exemple. Une mère, avec sa fille de 13 ans, prise esclave avec un groupe armé. Ça, c'est quelque chose de l'année dernière. Ok. La maman s'en sort avec une grossesse et la maman et la fille s'en sortent avec une grossesse. Les mêmes groupes, on les violait collectivement. La maman dit, je ne sais pas, ces enfants, est-ce qu'ils sont issus des mêmes chromosomes ou c'est différent? Comment ils vont s'appeler? On ne peut pas établir le père, la paternité de la grossesse. Donc, elle ne voulait pas garder la grossesse. La fille aussi ne voulait pas garder la grossesse. Elle pleurait tout le temps. La fille voulait rentrer à l'école. Malheureusement, j'ai été informée de ça trop tard. C'était déjà 5 mois. Je sais qu'à Lubumbashi, il y a déjà une clinique qui aide les femmes. Donc, arrêtons de faire l'hypocrisie. Mets-toi à la place de cette femme ou de cette fille. Si c'était ta fille, si c'était ta mère, si c'était ta femme, tu vas faire clandestinement avec un médecin, tu fais sortir la grossesse, tu vas avorter. Mais si c'est une autre personne, non, la Bible dit, arrêtons de faire l'hypocrisie. Dieu nous a créés pour vivre épanouis. Donc, si vraiment dans des conditions comme ça, ne laissons pas cette femme parce qu'elle va rester. Je suis allée parler avec un pasteur. Il m'a dit, non, dans cette condition-là, vraiment, il faut aider cette famille. Parce que la femme va souffrir toute sa vie. La femme va... Aujourd'hui, la mère garde les 2 enfants parce qu'on a aidé la fille à retourner à l'école. Okay. Pour nous, il est très important, ce protocole de Maputo, qu'on arrête de le classer seulement sur l'avortement. Ce n'est pas que les gens vont aller avorter. Non. C'est bien dit, le cadre légal qui va déterminer l'acte que le médecin va poser. Donc, que ce soit les médecins, que ce soit les juges, que ce soit les activistes, ou tout le monde doit rentrer dans ce cadre-là pour que ça se fasse. Et là, on ne va plus retrouver des bébés dans les poubelles. Combien de fois on a ramassé des bébés dans les poubelles ici? Nous prions tous, nous sommes vraiment chrétiens, et arrêtons de faire l'hypocrisie. Dieu veut des gens qui sont corrects, qui vivent épanouis. N'est pas un pasteur m'avait dit un jour je voulais aller faire une sensibilisation sur les violences sexuelles, parce que nous sommes très engagés sur ces questions de violences sexuelles. Alors la lutte contre les violences sexuelles, le pasteur a dit non, dans mon église il n'y a pas ça. J'ai dit non, partout en RDC il y a des problèmes. Il a dit non, dans mon église jamais il n'y a pas de violences sexuelles. Alors j'ai envoyé les gens faire des enquêtes sans qu'ils ne sachent. Je retrouvais dans la même église 40 personnes. 40 femmes victimes de violences sexuelles qui étaient là. Est-ce que le pasteur croit que ces femmes suivaient la prédication? Non. Donc arrêtons, laissons les femmes vivre pleinement leurs droits et leur vie, encadrées par les lois et les textes qui existent. Accompagnons les femmes. Il a dit tantôt, si nous intégrons les femmes, si les hommes acceptent d'intégrer les femmes dans la gestion de ce pays, si nos filles participent pleinement, nous allons changer ce pays. Un jour, on a dit, j'étais à Danemark, on nous a dit, le Danemark, c'est un pays où les femmes sont heureuses de vivre. Nous voulons aussi que la RDC devienne comme ça. Et pour que ça devienne comme ça, il faut qu'on mette en pratique tous les textes, les dispositions, tous les textes qui existent. Apparemment, dans notre pays, on ne fait pas face à certaines réalités que subissent les femmes. Donc, au travers du protocole de Maputo, je crois bien qu'on doit vraiment aider cette femme-là. Il faut vraiment aider à vulgariser. vulgariser. Et vous êtes, avec M. Chika, mieux placé pour le faire. Et comment comptez-vous le faire maintenant avec cette campagne médiatique? Justement, on viendra vers vous. On viendra souvent vers vous pour en parler. C'est très important parce qu'on a mal présenté le protocole. Et c'est comme ça que quand tu parles du protocole, les gens croient que l'avortement, elle veut venir mettre à faire... Non, il ne faut pas voir. M. Chika venait d'expliquer clairement le protocole.
Donc, essayons de lire. Les gens ne lisent pas. Ils prennent seulement un petit mot et ils commencent à dire non, c'est pas ça. Regardons le contenu du document et prenons le protocole de Maputo dans sa globalité. C'est pour le bien des femmes. Le protocole de Maputo veut que les femmes vivent dans la paix, dans la sécurité, que les femmes accèdent à la justice. Il y a tout ça dans le protocole de Maputo. Le protocole de Maputo a 8 thématiques. Peut-être je n'ai pas eu le temps de le développer. La première thématique concerne l'égalité et la non-discrimination. Il faut qu'il y ait égalité entre hommes et femmes, et cela dans tous les domaines de la vie. N'est-ce pas? Là, il y a la question de la participation politique, la participation à la prise de décision, l'accès à la justice dont vous venez de parler, et la question de l'accès des filles à l'éducation. Parce que c'est important que les filles, les enfants disposent, n'est-ce pas, des connaissances pour le faire valoir le moment venu, pour contribuer au développement du pays. Et donc, si on veut aller vers la parité, il faudra que les filles disposent de connaissances pour pouvoir y aller. Ça, c'est la première thématique. La deuxième thématique concerne la protection des femmes contre la violence. La violence est permanente. La question de l'intégrité physique des femmes, la dignité des femmes, y compris les violences sexuelles dont nous venons de Et pas seulement dans les contextes de conflits. Non, même ici. Oui, voilà, des violences urbaines, tout ça. Même dans les écoles aujourd'hui, il y a des violences. Il y a des violences partout. La question d'harcèlement sexuel, les pratiques néfastes que nous avons dans nos pays. Et les points sexuellement transmissibles. C'est ça, le harcèlement sexuel, les points sexuellement transmissibles, tout cela. Ça, c'est la deuxième thématique. La troisième thématique concerne les droits relatifs au mariage. Ça, ce sont des droits importants qui fixent, par exemple, l'âge minimum pour aller au mariage, c'est 18 ans. C'est pour lutter contre les mariages précoces. Voilà. Il y a la question du consentement entre époux, entre conjoints, pour éviter la question du mariage forcé. On ne force pas le mariage. Il faut qu'il y ait un libre consentement entre les époux. Il y a la question de l'enregistrement, n'est-ce pas, du mariage à l'état civil. Si vous voulez que le mariage produise des effets juridiques, il faut que ce mariage soit enregistré. Ça, ce sont des questions qui concernent la thématique, les droits relatifs au mariage. Mais il y a la quatrième thématique, c'est cette thématique qui concerne la santé. La santé et la reproduction, le droit relatif à la santé et à la reproduction. La cinquième thématique, ce sont les droits économiques, sociaux et culturels. La sixième thématique, c'est la paix. La septième thématique, c'est la protection des femmes dans les conflits armés. Et la huitième thématique, c'est la protection des femmes, des veuves, des handicapés, des femmes en détresse. La question donc des c'est un texte complet. Et si on assure la promotion de ces droits, je crois que les femmes peuvent participer, jouer leur rôle. Mais c'est tellement important, toutes ces thématiques que vous évoquez, d'où la question, pourquoi est-ce que toutes ces années après, c'est vrai que nous avons connu de problèmes dans le processus de mise en œuvre du protocole de Maputo, mais c'est fait quand même, le protocole est domestiqué, ça fait partie de l'arsenal juridique de la RDC. Le ministère du genre, qui est en fait le premier responsable, si on peut le dire ainsi, pour la vulgarisation de ces droits, quel travail vous faites? Parce qu'on a l'impression, c'est pas seulement une impression, parce qu'on a essayé de jauger la communauté, la population. Beaucoup de gens, beaucoup de femmes, des hommes même, ignorent les dispositions du protocole de Maputo. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Où se situe le problème? Pour que, en fait, parce qu'on voudrait que toutes les femmes connaissent... Bon, écoutez Madame Béguiche, le problème est général. Et ce problème concerne tous les instruments juridiques que nous avons. C'est pas seulement le protocole. C'est pas seulement le protocole. Oui, mais on a beaucoup de lois, on s'est ratifié, on s'est adopté, mais la vulgarisation, parce que quand on ne connaît pas, on ne sait même pas revendiquer, voilà, n'est-ce pas? Pourquoi tout cela? Parce que les moyens que l'État met pour la vulgarisation des textes juridiques sont très insuffisants. Pour un grand pays comme le Congo, c'est un sous-continent. Comment voulez-vous que les femmes de l'arrière-pays connaissent ces droits lorsqu'on ne peut pas aller vers elles et parler du protocole? Cela implique des moyens financiers. Vous connaissez les difficultés que nous avons au plan budgétaire, etc. Et donc, nous comptons beaucoup sur le partenaire qui nous accompagne, n'est-ce pas? On fait ce qu'on peut faire. Le ministère du genre a élaboré une stratégie pour justement assurer la vulgarisation et la mise en œuvre du protocole, une stratégie qui est bien articulée
au niveau national, mais aussi au niveau provincial. Au niveau national, on fait un travail vers les ministères sectoriels parce que la mise en œuvre du protocole de Maputo est une entreprise multisectorielle. Il faut que chaque département du gouvernement prenne la thématique qui est donc la sienne et essaye de mettre en œuvre. Et donc, nous faisons un travail de vulgarisation vers le ministère sectoriel. Ce travail est bien fait. Nous le faisons avec l'appui de partenaires et que nous remercions pour cela. Et nous le faisons également de manière verticale vers les provinces où, lorsque nous faisons des réunions avec les ministres provinciaux en charge de genre, nous discutons de toutes ces choses. On fait le renforcement des capacités sur les textes juridiques, etc. Et ce travail, dernièrement à Kinshasa, nous avons fait des descentes dans le district de la ville, enfin dans les entités territoriales décentralisées, là où nous avons fait un travail dans les communes avec les responsables des services communaux qui ont compris l'importance du protocole et qui doivent travailler à la base pour assurer la domestication de ces textes importants. Il faut que ce texte soit domestiqué par la population pour que les femmes... Et pour ça, il faut des moyens. Sofepadi a quand même bénéficié... du partenariat de IPAS dans le cadre du projet Makoki Amwasi qui est financé par l'ambassade de Suède pour faire ces travaux et donc accompagner le gouvernement dans la vulgarisation du protocole de Maputo. Nous sommes en train de terminer, bien qu'il y a beaucoup de choses à dire encore, nous reviendrons, mais peut-être une question, Madame Julienne. Aujourd'hui, vous accompagnez comme le chef de l'État au niveau de l'Union africaine, n'est-ce pas, dans le travail qu'il fait. Est-ce que, j'allais dire, le fait que le positionnement aujourd'hui de la RDC au niveau de l'Union africaine, est-ce que ça peut avoir un impact dans l'évolution, dans l'avancement des droits des femmes en Afrique en général, mais en RDC en particulier? Oui, bien sûr, vous avez vu l'engagement du chef de l'État dans tous ses discours. Oui. Ce qu'il dit par rapport, il est vraiment déterminé. Mais vous savez, ici, dans notre pays, il y a encore l'emprise des hommes. Si c'était seulement lui à décider tout seul, les femmes allaient se retrouver à 80% dans les pouvoirs, dans la prise de décision. Mais vous savez, il y a les partis politiques, il y a beaucoup de paramètres. Mais malgré tout ça, il a fait de son mieux pour qu'on ait les 27% des femmes. Oui. Et juste à chaque fois, à chaque discours, à chaque action, il est vraiment partant pour qu'on puisse booster, pour que les droits des femmes avancent. Et donc même pour le protocole, il est tout à fait d'accord qu'on puisse travailler pour vraiment vulgariser le protocole. On a organisé la conférence sur l'égalité ici à Kinshasa. Oui. Dans les mois prochains, il va encore organiser une autre conférence sur les droits des femmes avec les autres chefs d'État. Il va aussi on va avoir une conférence avec les victimes qui vont venir parler ici. Donc, il veut bien que ça avance, il veut que les choses changent. Pour lui, il croit fermement que c'est avec les femmes que ce pays va changer. Nous avons à la fin déjà de l'émission. Oui. Pensez-vous que cette campagne médiatique menée par la Sofepadi aura vraiment de l'impact pour la promotion du droit des femmes et la vulgarisation du protocole? Oui, j'ai confiance parce que quand vous invitez notre expert, M. Chika, quand il présente le protocole, ce n'est pas ce que les gens présentaient du protocole. Donc les gens qui avaient une vision perverse du protocole vont changer leur position pour comprendre que ce n'est pas seulement pour venir faire avorter tout le monde dans la rue et amener les filles à faire la prostitution, mais c'est pour protéger, pour donner plus de droits aux femmes, pour stabiliser notre pays, pour qu'on construise vraiment un beau pays où chaque citoyen va vivre et contribuer au développement. Dans le protocole de Maputo, il s'agit donc tout d'abord et uniquement d'ailleurs de la promotion des droits des femmes. En Afrique en général, en RDC en particulier, la RDC parmi les pays qui ont adhéré à ce protocole et les pays qui fournissent des efforts pour mettre en application, pour mettre en œuvre ce protocole dit de Maputo. Merci Madame Julienne. Merci. Nous étions vraiment honorés. Vous êtes la présidente du conseil d'administration de la Sofepadi, Solidarité féminine pour la paix et développement intégral. Merci Monsieur Chika. Vous êtes du ministère du genre. Vous travaillez pour la promotion de la femme.
de la famille et la protection de l'enfant. Jenny Kilele, c'est ma consoeur de Numérica, elle présente le magazine Tropique, Femmes des Tropiques. Femmes des Tropiques, Madame Julienne et Femmes des Tropiques que nous sommes tous. Voilà. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro. Portez-vous bien chez vous. Au revoir. Bonjour et bienvenue à ce numéro